Donc, je commence la deuxième partie de mon top 32 avec le 21e rang, Luke Misa, un joueur de centre des Steelheads de Mississauga. Puis Misa, cette année, il y a eu un petit peu de montagne russe. Il a joué à l'aile, il a joué au centre. Il y a eu quelques petits changements de coéquipier aussi par moment. Il a joué notamment avec Porter Martin, qui est un espoir pour 2025. Puis des fois ça fonctionnait, des fois il y a eu des moments où ça fonctionnait un petit peu moins. Puis en même temps, ben Martin aussi, c'était une recrue dans la OHL, donc il devait aussi apprendre un peu à jouer dans cette ligue-là, même si c'est déjà un joueur de talent. Donc Misa, je pense qu'il y a eu des moments où il a été très solide sur la patinoire, des moments où ça produisait bien. C'est un joueur qui a un très bon coup de patin, il utilise beaucoup sa vitesse pour attaquer les défenseurs, pour déborder les défenseurs. Il attaque le centre aussi. Puis c'est un défenseur, un attaquant qui se replie aussi, donc c'est pas nécessairement pas un two-way là, typique, là, si vous voulez, là, un Luchenko dont on a parlé précédemment, mais je pense qu'il est quand même efficace pour se replier grâce à son coup de patin. Donc ça a été quelque chose que moi j'ai quand même bien aimé de son côté, un peu plus complet en général. Puis c'est pas un gros gabarit. À 5 et 10, 170 environ, là, j'ai pas les mensurations exactes de son côté, les mensurations à jour. Mais du côté de Misa, je trouvais qu'il jouait quand même un peu plus gros que son gabarit. Il était quand même bon en échec avant, il était quand même physique, entre guillemets. Pouvait un peu bousculer le long des bandes. Venait aider les défenseurs, puis il était un peu tannant aussi avec son intensité, le bâton, puis des choses comme ça. Donc, je pense que du côté du jeu en général, pour ce gabarit-là, je pense qu'il est capable de jouer à un niveau plus élevé, il est capable de jouer où ça brasse un peu plus, où c'est un peu plus physique. Puis du côté de son talent en général, je pense qu'au centre, c'était un bon play driver. C'était un gars qui avait beaucoup la rondelle sur sa palette, qui avait pas peur d'y aller rapidement en zone adverse, créait beaucoup d'attaques avec ses mains, de bonnes mains, mais je pense qu'il en créait aussi beaucoup avec son intelligence, la façon dont il se déplaçait sur la patinoire, la façon dont il était patient aussi, revenait en rentrait en zone, ensuite de ça, analysait un peu les options, faisait le tour du filet ou revenait. Puis il attendait vraiment qu'un de ses coéquipiers ou deux de ses coéquipiers arrivent en vitesse ou qui lui donnent de l'espace. Martin c'en est un comme ça aussi qui avait pas peur d'aller au filet. Donc les deux en même temps, je trouve qu'ils se complétaient bien. Puis ça faisait en sorte qu'il était efficace offensivement. Misa a quand même produit je pense 81 points, quelque chose dans ce genre-là. Donc il réussissait à générer de l'attaque. Le problème, c'est qu'il y a eu des moments aussi où on l'a vu à l'aile, puis ça a été un peu plus compliqué. Je pense que je sais pas si c'était en raison qu'il avait moins la rondelle sur sa palette ou le jeu partait peut-être un petit peu moins de lui en tant que tel. Puis je sais que mon collègue Seb Gagné lui disait le fait que j'ai pas vu son talent à l'aile, ça a venu baisser un peu dans sa projection parce que lui il le voyait pas au centre. Puis c'est très légitime en fait là. Je pense que si tu vois pas un gars de ce gabarit-là s'en tirer au centre, puis que là tu vois que son jeu à l'aile il est pas super bon, ben c'est sûr que là c'est dur pour sa projection parce que là, il semble pas avoir de chaise. Mais moi de mon côté, le fait de le voir jouer à l'aile d'une façon un peu moins efficace, ça m'a convaincu qu'il avait vraiment sa place au centre. Après, si tu sais, quand il arrive dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, là, c'est une autre paire de manches, mais j'ai l'impression qu'il est assez intelligent. Je trouve qu'il est assez bon avec la rondelle, assez dangereux au centre pour créer quelque chose, puis possiblement avoir une place en haut. Puis je pense que c'est le talent en général. C'est ça qui vient peut-être m'encourager pour me dire que ce jeune-là, qui a un peu petit gabarit, peut quand même amener son jeu à un autre niveau parce qu'il est intelligent sur la patinoire. Puis il est quand même, comme je l'ai mentionné, il est tenace aussi. C'est pas un gars qui semble s'écrouler lorsque le jeu devient un peu plus physique. Donc,
pour moi, à ce gabarit-là, c'est sûr que c'est pas avantageux, puis c'est sûr que c'est difficile un peu quand c'est le temps d'arriver dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Mais je veux quand même lui donner la, 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 le bénéfice du doute, si vous voulez, à cause que la somme des talents, pour moi, peut lui donner un rôle dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est ça? T'sais, moi, j'aimerais une projection de middle six un peu là au centre ou à l'aile, peu importe, mais au centre de troisième trio, mettons. Mais je pense que le talent est assez élevé pour lui donner possiblement une place à l'aile sur un deuxième trio peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier parce que c'est quand même rare. C'est sûr que c'est rare de voir des centres de moins de 6 pieds dans un top 6 puis être vraiment efficace, mais je pense que ça enlève pas le talent général de Luke Misa. Puis tu sais, ça fait quand même déjà 3 ans qu'on le surveille, là, Misa. Il a joué aussi... il était là avec Owen Beck, là, justement, il y a 2 ans. L'année passée aussi, il a quand même eu une bonne saison, une bonne progression, surtout aussi en fin de saison. Donc, je sais pas, moi j'ai un bon feeling avec lui. Puis c'est sûr, tu sais, moi je l'aime beaucoup, Misa, mais c'est sûr qu'il est probablement trop haut sur ma liste, mais j'aime mieux tenter peut-être un mini coup de circuit avec lui que peut-être y aller d'un choix un peu plus sécuritaire, entre guillemets. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, mais c'est ça. J'ai quand même beaucoup aimé Misa cette saison, mais ça a été en montagne russe un peu. Puis même Martin aussi a eu des difficultés pendant la saison. Donc je pense que il y a eu ce rôle-là aussi de Misa d'essayer d'aider Martin. Puis en plus de ça aussi de le produire avec lui. Des fois, c'est pas évident quand tu viens d'arriver dans la ligue, donc d'avoir cette constance-là, puis ce rôle régulier-là à chaque match. Donc je pense que Misa aussi a eu à gérer un peu ça, entre guillemets, là, même si Martin, c'est un grand garçon. Là. Mais bref, donc c'est ça. Luke Misa, 21e, je pense que, tu sais, c'est sûr que c'est agressif, puis je veux respecter son talent. Mais je pense que si j'avais pas eu tout ce background-là du côté de Misa, probablement qu'il serait pas dans mon top 32, mais ce que j'ai vu depuis le début de sa carrière, entre guillemets, dans la OHL, me laisse croire qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour le développement de son côté. Au 20e rang, c'est le Québécois Sacha Boisvert qui joue pour les Lumberjacks de Muskegon. Puis Sacha Boisvert, c'en est un qu'on a on a ri un petit peu là, dans notre classement de mi-saison en disant qu'il était un peu plate à regarder, mais c'est dans le bon sens du terme, là, c'est ce qu'on disait. Parce que Sacha Boisvert, c'est un joueur qui est quand même très efficace sur la patinoire. Puis il s'applique beaucoup sur les détails aussi. Il vient aider les défenseurs, vient jouer physiquement. Puis évidemment, il est bon avec la rondelle. Il est bon pour aider à sortir la zone. Puis c'est un joueur qui, comme je le mentionne ici, s'imposait physiquement. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui nous intéressait déjà à la base, le fait que ce soit un joueur, un attaquant, un centre très stable, qui a déjà un bon feel pour le jeu défensif. Puis là, ensuite de ça, tu ajoutes de son côté l'attaque, qui est talentueux, beaucoup de bonnes mains, bonne vitesse, capable de ramener lui-même la rondelle, de transporter la rondelle. Il est intelligent aussi pour repérer des coéquipiers. Décoche des lancers au filet, puis comme je l'avais mentionné dans le prelim, puis même la mi-saison, je trouvais que l'année passée, il décochait un petit peu moins de lancers. Cette année, il en décoche beaucoup, puis il a marqué beaucoup cette saison. Je pense qu'il a marqué 34 buts, 35 buts dans ce coin-là. Puis peut-être des fois, il en décoche un peu trop, là. Ça, c'est un débat à avoir. Puis des fois, c'est peut-être la qualité du lancer est peut-être pas aussi bonne que la qualité d'une passe qu'il aurait pu faire, mais ça enlève pas non plus qu'un bon lancer. Donc c'est correct aussi de l'utiliser. Mais comme tu sais, son lancer, il est rapide, il est vif, il est précis, il vise beaucoup le haut du filet. Mais les gardiens ont souvent quand même de la difficulté à les bloquer, ces lancers-là. C'est des lancers assez puissants. Donc ça, c'est quelque chose qui
que peut-être, puis le fait qu'il lance beaucoup dans le haut du filet, peut-être que c'est quelque chose qui devrait peut-être améliorer. C'est peut-être une petite critique là qui est pas très c'est pas très c'est mineur un peu là, c'est pas très grave là. Mais sauf qu'il il aime ça amener ça au filet, il aime ça foncer au filet, donc ça au moins c'est quelque chose qui est intéressant de son côté à Boisvert. Puis il est très intense aussi. Il est quand même intense. Il est quand même dans toutes les directions, dans toutes les zones. Il est bon en échec avant. Bon bâton aussi. Puis il y a avec le gabarit, il y a la combinaison aussi de donner des mises en échec, mais de protéger les rondelles. De même couper au filet grâce à ça, avec son patin aussi qui est très bon. Donc, il y a quand même un style assez projetable dans la Ligue nationale à cause qu'il est bon offensivement, il est bon défensivement, il y a le gabarit, il y a un peu de chien, on a appris aussi qu'il faisait de la boxe, puis donc tu sais, il y a peut-être un peu d'animosité en lui, même si tu sais, je l'ai vu jeter les gants aussi cette saison, mais tu sais, c'est pas nécessairement toujours ce qu'il fait, mais à un moment donné, il avait appliqué une bonne mise en échec à un joueur, puis là, bon, il y a quelqu'un qui était venu le voir, les gants sont tombés, puis il y a eu un petit combat, donc tu sais, tu sens qu'il est prêt à être impliqué dans le match, qu'il est prêt à être impliqué dans les détails, puis dans la façon, dans des choses qui vont aider son équipe à gagner, puis ça, c'est sûr que tu as besoin de ça dans la Ligue nationale. Puis lui, comme je mentionnais, il a déjà un bon gabarit, donc la projection de top 6, peut-être deuxième trio, est un peu plus safe, si on veut. La projection de middle six, donc si, mettons, il arrive sur le troisième trio plutôt, ben ça aussi, de toute façon, ça vient solidifier aussi tes deux premiers trios. Donc pour moi, la projection se fait un petit peu plus. Du côté de Boisvert, je sais on en a discuté brièvement, je sais, dans un podcast avec Matt Paradis, on parlait des Québécois, puis il a pris l'avenue d'aller jouer dans la USHL plutôt que d'aller jouer dans la LHJMQ. Puis je me souvenais en discutant avec Guillaume Lepage qu'on semblait avoir une réputation de la LHJMQ qui était un peu soft, des joueurs vraiment de finesse qui se font bousculer, puis après ils sont plus dans leur match, puis tout ça. Puis je pense que du côté de Boisvert, je sais pas si qu'est-ce qui vient dans la décision d'aller dans la USHL, mais je pense que personnellement, il a pris une bonne décision de ce côté-là. Je pense que son développement par rapport à l'année passée, il a réussi à passer à un autre niveau cette année, puis c'est la raison pourquoi on le voit beaucoup dans les listes du côté dans le top 20, ben en fait peut-être top 32, mais entre 20 et 32, il y a peut-être certaines personnes qui l'ont même top 20. Donc je pense que pour lui, d'être un joueur qui a cette capacité-là, d'être physique, d'avoir cette créativité-là, cette touche offensive-là grâce à son lancer, puis une bonne intelligence, puis évidemment, s'il est capable de se défendre en plus de ça, je pense que ça lui a permis de ressortir beaucoup. Puis la USHL, c'est peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est moins bon que la JMQ un petit peu, mais je pense que pour un jeune comme lui, je pense pas que ça avait d'impact le fait que la USHL puis que les défenseurs de la USHL, quand ils se font attaquer en transition, c'est plus compliqué. Ou je pense que c'est vraiment un joueur talentueux qui a beaucoup d'outils, qui est facile à projeter. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai fait monter, puis c'est pour ça qu'il est maintenant 20e sur ma liste. Au 19e rang, j'ai le Finlandais Emil Hemming. Emil Hemming, c'est un jeune qu'on a vu pas mal cette année, un peu à toutes les sauces aussi. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui... Je sais que j'aime ce joueur-là, puis des fois, je sais qu'il est un peu... Peut-être le niveau de talent est peut-être un petit peu moins élevé, puis peut-être parfois un petit peu tunnel vision, mais je sais pas, j'ai beaucoup de facilité à le projeter dans la Ligue nationale. Puis il y a une attitude professionnelle, il y a un style professionnel quand il est sur la glace. C'est un gros gabarit des gens en partant.
Il a un très bon lancer. Quand il a joué dans la Saria cette année, au début de la saison, c'était un homme parmi les enfants. Tu sais, c'était vraiment un gars qui faisait un peu ce qu'il voulait sur la patinoire. S'il voulait aller au filet, foncer au filet, il le faisait. S'il voulait contrôler la rondelle pendant 10 secondes, puis ensuite de se repérer un coéquipier, il le faisait. Récupérait des rondelles aussi grâce à son physique. Donc, tu sais, c'était un peu normal qu'à un moment donné, après avoir tout pété dans la Saria, il s'est fait amener, son jeu a été amené dans la Liga, donc la ligue professionnelle en Finlande pour aider son développement. Puis, je pense que c'est encore ce qui a amené aussi dans la Liga, c'est que oui, ton temps de glace est diminué, oui, tu as peut-être moins d'occasions de vraiment garder la rondelle sur ta palette puis de vraiment créer des choses comme tu voudrais le faire ou comme tu penses le faire régulièrement. Mais je pense qu'il s'est développé aussi. Ben, en fait, il l'avait déjà, mais je pense qu'il s'est vraiment concentré sur un travail aussi d'intensité, un travail d'échec avant, de mise en échec, de foncer au filet, d'inciter, de provoquer des batailles, des batailles 50-50, des jeux le long de la bande, des jeux en fond de zone. Puis la manière dont ils se déplaçaient, la manière dont ils fonçaient au filet aussi, ça donnait plus d'espace à des joueurs de talent, des joueurs qui peuvent attaquer un peu les espaces. Puis lui, il avait quand même une bonne façon aussi, une bonne capacité de compléter des jeux ou d'envoyer des tirs violents au filet. Donc c'était une belle... les trois joueurs sur la patinoire, ils se complétaient bien, même si lui, c'est un jeune d'âge junior. Donc il était assez bon, assez talentueux pour vraiment avoir un impact dans la Liga, puis d'avoir pas juste de l'impact pour produire, mais de l'impact pour rendre les autres joueurs meilleurs avec lui, des joueurs qui peuvent plus travailler aisément. Puis sérieusement, je pense que son tir, c'est une de ses bonnes qualités parce que ça sort vite, c'est précis, quand il y a beaucoup d'espace, tu veux faire attention pour lui donner beaucoup d'espace. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'il patine, qu'il est intense. Donc, offensivement, pour moi, c'est un gars qui coche beaucoup de cases parce qu'il crée un peu de chaos, il crée des choses aussi comme... C'est pas nécessairement le plus créatif, mais avec la rondelle, il est capable de vraiment contrôler un peu plus le jeu, de trouver des coéquipiers. Donc, pour moi, ça, c'est des choses aussi qui m'intéressent du côté des Ming. Défensivement, il est pas... il est pas mauvais non plus, il vient soutenir les défenseurs, il vient, encore une fois, le travail le long des bandes. Moi, j'ai trouvé qu'il facilitait beaucoup les relances, des petites sorties rapides, il se repliait aussi, il utilisait son bâton, il s'en venait un peu il anticipait bien les jeux, donc il venait un peu aider quand que le troisième homme. Donc pour moi, ça, Hemming, il y a aussi ce côté-là qui est intéressant défensivement. Je vois pas beaucoup, mettons un 8 à 10 minutes par moment par match, des fois un petit peu plus, mais à toutes les fois, j'ai trouvé qu'il était dans son bon niveau. Il était dans un niveau où est-ce que, avec la Liga, où il était capable de s'imposer comme joueur de hockey, pas juste comme physiquement, puis tout ça, vraiment être un joueur qui est capable de travailler dans les trois zones, dans les deux sens, qui est capable d'avoir la rondelle sur la palette ou être un joueur off the puck. Puis je pense que c'est un peu ce qui m'a aidé un peu à sa projection. L'année passée, au U17, il avait été très bon. Ensuite de ça, on a vu à la Coupe Linka, Gretzky a été très solide. Puis là, au Mondial Junior, il y a eu un rôle un petit peu plus effacé, puis on l'a un peu moins vu. Mais au U18, il a été, encore une fois, très, très bon. La Finlande qui roulait avec peut-être 5 joueurs, là. C'était pas ce qui était le plus solide, mais avec Elenius aussi, notamment, les deux ont fait du gros travail. Donc, pour moi, Hemming, c'est un gars qui, j'ai l'impression qu'il a un peu de potentiel d'être un ailier de puissance, un bon power forward sur le deuxième trio. Puis j'ai l'impression que c'est un gars qui travaille fort, puis que, encore une fois, le développement qu'il va avoir,
que ce soit après une autre année dans la Liga, puis ensuite de ça, la Ligue américaine, puis que ce soit ensuite de ça dans la Ligue nationale, j'ai l'impression qu'il y a un bon rôle de soutien sur un deuxième trio, puis il y a un bon rôle de gars qui va être capable de dégainer rapidement quand il va avoir la rondelle sur la palette, tout en créant de l'espace pour ses coéquipiers. Donc c'est pour ça que moi, Hemming, je pense que c'est le premier joueur de ce tier-là, si vous voulez, là, de 19 à peut-être 25, 26 dans ce coin-là, là, qui je pense que c'est le gars avec une projection qui est un peu plus facile pour moi, puis peut-être un peu plus d'impact puis de points. Donc je l'ai 19, je l'ai monté. Je pense que, je sais pas, tu sais, il a l'air un peu, il a l'air un petit peu partout des fois dans les listes là, fin de première ronde. Puis c'est défendable. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient monter, qui pourraient descendre, même sur ma liste. Mais je pense qu'Hemming, j'ai l'impression que ça va être un joueur de la Ligue nationale de hockey, puis j'ai l'impression que ça va être un joueur qui va avoir un bon impact. Déjà à 6 pieds 2, 195 environ. Là. Donc, tu sais, amener ça à 6 pieds 3, 205, 210, c'est tannant sur la patinoire, puis combiné avec un bon coup de patin aussi. Donc, Emil Hemming, 19e sur ma liste, un joueur que j'ai vu beaucoup cette année, donc peut-être aussi un peu d'influence là-dessus, mais j'aime beaucoup son jeu en général, donc à surveiller pour son développement dans les prochaines années. Au 18e rang, un joueur, je ne sais pas s'il est controversé en général, mais Trevor Connelly a fait couler beaucoup d'encre cette année. Puis par rapport aussi à des choses qu'on avait vues par le passé, là, donc on reviendra pas. Mais Trevor Connelly, je pense que, tu sais, peu importe qu'est-ce qu'on entend de lui sur l'attitude ou les choses qu'il a faites par le passé puis tout ça, c'est un des joueurs les plus talentueux de ce repêchage-là. Je pense qu'il faut, tu sais, il va falloir l'avouer, là, puis je pense que tout le monde a pas de misère à l'avouer non plus, là. Son talent en général, là, les mains puis tout ça, son tir, puis sa vision du jeu quand il est capable de vraiment l'utiliser. C'est un joueur qui est très dangereux sur la patinoire, puis c'est un joueur qui, évidemment, produit des points parce qu'il y a souvent la rondelle sur la palette, puis c'est souvent, le jeu part de lui, souvent. C'est le play driver vraiment d'une équipe qui était pas très bonne, là, le Storm de Tri-City. Mais je pense que ça devient aussi un peu par moment son défaut. C'est comme ils disent en anglais, le blessing and a curse. C'est que le fait qu'il ait tant de talent, c'est sûr que la rondelle est souvent sur sa palette puis il crée beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai pas trouvé non plus qui aidait ses coéquipiers à produire, qui aidait ses coéquipiers à avoir une progression dans leur jeu. Donc, est-ce que, tu sais, je sais pas si, en même temps, ses coéquipiers étaient pas aussi talentueux, donc peut-être qu'il pourrait faire des jeux pour, ça en fait, c'est arrivé, là, il a fait des jeux puis ça s'est pas matérialisé, mais quand même. Je pense que pour un gars qui a joué au centre, qui a joué à l'aile, mais il agissait un peu comme un rôle de centre. Ça aurait été bien d'avoir ce genre de gars-là pour vraiment aider les coéquipiers à produire, aider les coéquipiers à venir lui-même l'aider, en fait. C'est simple de même, là. Si tu peux pas faire tout sur la glace tout seul puis espérer gagner avec cette mentalité-là. Mais bon, en tout cas, ça c'est de mon côté. Connelly, c'est la petite parenthèse parce que oui, il aurait pu rendre ses coéquipiers meilleurs, mais en même temps, c'est lui le plus talentueux, puis il l'a montré pendant toute la saison. Puis c'est pas pour rien qu'il a produit aussi en assez fou, là, si vous voulez, pendant toute la saison. Quand il est sur la patinoire, il est capable de déjouer un ou deux défenseurs quand même avec aisance. Il a quand même un bon coup de patin, donc il peut les attaquer de front, il peut les attaquer de côté. Il est assez agile aussi, il est capable de garder la rondelle sur sa palette, donc il prend son temps, il analyse un peu les options. Parfois, la décision vient d'elle-même, décide de tirer. En avantage numérique aussi, des fois il reçoit la rondelle, c'est des tirs sur réception, c'est violent, c'est de la qualité. Donc les habiletés offensives, elles sont
elles sont là. Tu sais, c'est simple. Euh, Puis la seule affaire que j'aimerais aussi, c'est que il utilise ce talent-là pour vraiment, encore une fois, travailler avec ses coéquipiers. Puis c'est un peu ce que j'avais vu au U18 à la fin de l'année, c'est que là, il jouait avec le programme américain. Lui, il avait été invité pour venir se joindre à l'équipe américaine. Euh, Puis moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus connecté avec ses coéquipiers. J'ai trouvé qu'il était un petit peu plus un peu moins mangeux de puck, entre guillemets, là. Donc il était capable de faire des petits jeux rapides avec d'autres coéquipiers, puis c'était des joueurs quand même de talent. Euh, donc je pense que de son côté, ça m'a donné un petit peu le feeling d'un gars qui était peut-être pas dans la meilleure situation, puis essayait de faire le maximum dans cette situation-là, avec le Storm de Tri-City. Donc euh, puis tu sais, il a quand même, tu sais, je dis qu'il jouait seul, mais il y a aussi eu des moments où il a donné des superbes passes puis des occasions de marquer à des coéquipiers qui l'ont pas fini. Donc là, tu sais, ça c'est à un moment donné aussi, tu fais ta job, puis il faut que les autres ils fassent la leur aussi. Euh, Défensivement, moi j'ai pas trouvé qu'il était super bon défensivement. Je pense que quand il commettait des revirements personnels, là, il essayait de se racheter lui-même, pas avoir l'air de quelqu'un qui s'en foutait. Donc, il essayait vraiment de donner l'effort pour aller chercher les rondelles quand il y avait un revirement. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, par exemple, c'est que des fois, on dirait je l'ai trouvé un peu, des fois, stupide sur la glace. Je sais pas pourquoi il y a des moments où il perdait la rondelle, puis là, il s'en allait au banc. Tu sais, plutôt que d'essayer de revenir faire un deuxième effort, là, il perdait la rondelle en zone neutre, puis ensuite de ça, il allait au banc. Ou à un moment donné, c'est quoi, il avait cassé son bâton, je pense, puis tu sais, au lieu d'essayer de continuer l'effort, puis essayer de pousser la rondelle avec le patin ou de bloquer les joueurs, tu sais, encore une fois, il est juste rentré au banc. Donc, puis là, ben, tu sais, c'est ça, après, c'est que là, tu te ramasses avec les deux coéquipiers qui essayent de réparer son erreur, mais là, lui, pendant ce temps-là, il est au banc. Fait que, tu sais, s'il y a un but, le différentiel négatif va dans les statistiques des deux autres gars, ben, en fait, de tout le monde, mais de ces gars-là en particulier. Donc, c'est un peu, tu sais, j'ai l'impression des fois qu'on dirait que sur la glace, il pense un peu à lui-même, mais puis je reviens au Juniora aussi, quand il a fait sa mise en échec, pas au Juniora, mais au U18, quand il a fait sa mise en échec à Ryder Ritchie, tu sais, une pénalité comme ça, ton équipe mène, c'est à 5 contre 4 pendant 5 minutes, alors que c'est pas dans ton ADN. Tu sais, Conley, c'est un gars qui était capable de s'imposer un peu physiquement, mais c'était pas un gars physique. Tu sais, il a pas donné une mise en échec de ce genre-là de l'année. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Donc, tu sais, de vouloir se gâter à ce moment-là, c'est un peu égoïste. Puis, tu sais, ultimement, ça a coûté la médaille d'or aux États-Unis. Mais Conley, tu sais, je pense que au défi Juniora au mois de novembre-ish, il avait été excellent. Puis à la Coupe Linka Gretzky, il avait été aussi très solide. Donc, tu sais, puis au U18, il n'a pas été mauvais non plus. Donc, j'ai l'impression que c'est pas... Tu sais, je veux pas juste mettre cette mise en échec-là, puis ce jeu-là qui est un peu égoïste. Euh, Juste dire ça, c'est Trevor Conley, c'est ça. J'ai l'impression que ce gars-là, dans une meilleure situation, avec plus d'encadrement, j'ai l'impression qu'il pourrait faire une différence dans une équipe. J'ai l'impression que son talent va faire en sorte qu'il peut être un joueur de top 6 qui va vraiment produire des points sur une base régulière puis qui va vraiment être un dynamo offensif. Mais c'est ça, c'est que là, ça va prendre vraiment toute la watt alentour de lui puis vraiment s'assurer qu'il garde le focus vraiment sur le jeu d'équipe, qu'il garde le focus sur le développement puis l'entraînement puis les choses comme ça. Puis on lui a pas parlé, donc on ne sait pas, peut-être que c'est un jeune très sérieux, puis je sais qu'il a fait quelque chose quand il était plus jeune, qui était pas brillant. Il a fait amende honorable, il a voulu travailler avec les communautés, il a voulu comprendre ce qui s'est passé, donc il a l'air de quelqu'un quand même qui veut
tu sais, qui comprend les situations, comprend les choses peut-être qu'il a moins bien fait, puis il veut se remettre sur le droit chemin, puis peut-être que les équipes qui vont l'avoir interviewé cette année, puis au Combine vont dire c'est un gars sérieux, puis je pense qu'il a juste besoin d'avoir un peu plus d'encadrement en général. Donc, est-ce que parce que là, je les compare pas un pour un, là, mais encore une fois, c'est que là, j'ai peur que ça devienne un peu Je me souviens d'Alex Galchenyuk qui, avant, c'est sûr que je veux pas parler de sa blessure, mais côté de développement, c'est que c'était un peu la même chose. C'est que des fois, on le trouvait pas intelligent sur la patinoire, mais il avait un très bon lancer, de très bonnes mains. Il était capable de s'engager un peu physiquement. Mais c'est ça. C'est qu'il y avait tout ce restant-là alentour qui avait pas l'air à l'aider dans son développement. Donc, tu sais, Conley, il faut vraiment qu'il reste dans ce chemin-là parce qu'il y a beaucoup de talent. Puis c'est un bon joueur de hockey, puis je pense qu'il a les capacités pour être un gars de 65 points, 60 points dans la Ligue nationale. C'est juste que il faut vraiment qu'il mette tous les ingrédients dans la bonne casserole, puis que la recette reste la même pour lui, pour pas qu'il dévie vraiment de ça, puis... c'est ça. Faut qu'il tombe dans une équipe qui va être patiente avec lui puis qui va être capable de lui dire de corriger certains aspects, puis il faut qu'il soit lui aussi réceptif à ça. Donc Trevor Conley, néanmoins beaucoup de talent, je veux pas l'exclure parce que je pense que l'impact est plus élevé de son côté, puis c'est comme ça que je classe mes joueurs, donc c'est pour ça qu'il est 18e sur ma liste. Au 17e rang, un joueur que j'aime beaucoup, mais je trouve ça un peu dommage que j'ai eu à le descendre, mais c'est Igor Chernyshov, un Russe qui a fait du bon travail cette année, je pense, dans l'ensemble de l'œuvre. On l'a vu dans la MHL, on l'a vu dans la KHL, puis on a vu des facettes du jeu différentes aussi dans la MHL et dans la KHL qui se rejoignaient un petit peu, là, évidemment. Dans la KHL, il jouait un peu de façon quand même régulière, là, du 12, 13, 14 minutes, donc ça lui permettait de vraiment avoir un rythme, puis de vraiment montrer à quel point il était capable de s'impliquer sur la patinoire. Au début de l'année, il jouait dans la MHL. Évidemment, il y avait un style un peu plus de finesse dans la MHL, pas qu'il jouait pas des épaules puis qu'il était prêt de protéger la rondelle et tout ça, mais je pense qu'encore une fois, un peu comme Artamonov, c'est que le rôle est différent. On a besoin d'avoir un rôle un peu plus complet dans la KHL pour jouer, puis ensuite de ça, dans la MHL, t'es supposé être meilleur que tout le monde, ou en fait que la majorité des joueurs, donc j'ai besoin que tu me sortes des points, que tu sois intense offensivement, que tu sois bon avec la rondelle sur ta palette, que tu décoches de bons lancers. Puis je pense que Chernyshov dans la MHL, c'est ce qu'on a vu. C'est qu'un gars qui était solide le long des bandes, protégeait les rondelles, des mains habiles pour feinter, pour s'amener dans l'enclave, pour vraiment sortir les rondelles d'endroits un peu plus restreints. Puis un très bon lancer aussi qui avait la capacité de déjouer les gardiens de ce calibre-là. Puis dans la KHL, comme je le mentionnais un peu, c'est que là, son style il a changé un peu plus du côté un peu plus rugueux, un style nord-sud, va au filet, beaucoup un effort, un deuxième effort ensuite de ça pour récupérer les rondelles, il sort les épaules, un peu travaille bien le long des bandes. Il est capable de venir se positionner aussi dans des endroits dangereux, donc il lit quand même bien le jeu. La seule chose qui m'a dérangé de son côté, c'est que là, il allait au filet, puis il y avait de belles passes, mais il manquait beaucoup de finition, je trouvais. C'est qu'il y a un bon lancer des poignets, il y a un bon lancer sur réception, mais l'exécution était pas là. Des fois, j'en parle dans le guide aussi, mais il y a eu un moment donné où je sais pas si j'en parle dans le guide, mais bref, j'ai eu un moment donné dans un match de série où il s'était fait servir une super passe. Il y avait un filet désert, puis il a voulu précipiter son geste un peu, puis la rondelle, elle a raté le filet. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses-là, mais en même temps, moi, je me dis, c'est quelque chose qui va avec la maturité, avec l'expérience, puis tu sais, avec l'entraînement, puis vraiment un peu de coaching, puis tout ce qui vient alentour, là, l'aspect mental, l'aspect stress, peu importe, là, où on vous aide un peu comme joueur
à gérer ces situations-là. Je pense qu'il va avoir un petit peu plus de facilité à terminer les jeux comme ça. Je pense qu'il va avoir un peu plus de facilité à comprendre qu'il y a peut-être une seconde de plus pour vraiment prendre cette rondelle-là puis l'envoyer au filet, ou tout simplement prendre cette rondelle-là puis être un peu trompeur et ensuite de ça remettre ça à un coéquipier ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça vient un peu avec l'expérience. Puis je sais, je le connais pas, puis je sais pas vraiment si c'est la vérité, mais il y avait peut-être cet élément de nervosité-là un peu en série dans la KHL. Donc, ça reste à prouver, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Chernyshov, gros gabarit, donc, tu sais, contact, il va au contact, il va dans les endroits où ça chauffe un peu, les bonnes mises en échec. Puis en défensive, c'est particulier parce qu'on a toujours tendance à dire que les Russes sont un peu paresseux, puis ils trichent, puis ils vont pas en défensive, mais de son côté, c'était pas du tout ça. C'était un gars qui se repliait en défensive, qui était vraiment... Moi, j'ai trouvé que ça a été un des meilleurs joueurs défensifs à l'attaque, là, de tout le repêchage. Là. Sans joke, je trouve que c'est un gars qui a été bon le long des bandes, qui avait une bonne anticipation, qui était très bon aussi avec son bâton, qui était bon pour activer amorcer des relances, qui était bon pour aider les défenseurs, qui prenait de bonnes décisions avec un peu de pression. Il prenait les bonnes décisions quand même pour envoyer la rondelle alentour du filet ou trouver des coéquipiers pour aider les sorties. Moi, j'ai trouvé sérieusement que j'ai été surpris de voir à quel point que ce gars-là, il avait l'air déjà pro. Il avait l'air déjà, pour un jeune de cet âge-là, il avait l'air déjà professionnel dans son attitude. Il avait l'air déjà professionnel dans son engagement, tant à l'attaque qu'en défensive. Les couvertures étaient bonnes, il bloquait des tirs. Tu sais, pour vrai, je pense que Chernyshov, c'est plus le niveau de talent un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de talent, mais je pense qu'il y a encore besoin d'un peu de développement de ce côté-là. Puis, à ce moment-là, tu sais jamais, tu sais, est-ce qu'il y a un potentiel d'aller chercher du 70 points dans la Ligue nationale? C'est là que je suis un peu moins sûr. Mais je pense que le package en tant que tel, il est intriguant, puis il a l'air sécuritaire. C'est que moi, quand je le vois jouer, puis je me dis qu'il va avoir du développement puis du coaching alentour de ça, j'ai l'impression que ce gars-là peut être un genre de... Je les compare pas encore une fois un pour un, mais un genre de Valérie Nichushkin qu'on voit au Colorado. C'est que c'est encore un gars de soutien, mais de top 6 qui utilise son gros gabarit pour être dangereux devant le filet, puis en fait, près du filet, mais le long des bandes aussi, avec un bon lancer, puis quand même une capacité à créer des choses aussi. Donc j'ai l'impression que Chernyshov peut peut-être devenir un peu ça de mon côté, puis je pense que sur un deuxième trio, et avec des joueurs de talent aussi, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment augmenter son impact dans une équipe. Donc c'est pour ça. Puis au pire des pires, si jamais il devient un gars de bottom six, là, un gars de troisième, quatrième trio, je pense que tu as un gars quand même en Chernyshov qui est capable de venir solidifier ça. Donc pour moi, ça va être lui. Donc au 17e rang, Igor Chernyshov. Au 16e rang, c'est le défenseur Anton Silayev. Et bon, je sais que ça a l'air sévère, là, 16e rang pour Anton Silayev. Mais, tu sais, je pense que les gens qui l'ont, mettons, top 5, là, je peux comprendre. Je peux comprendre l'attrait avec ce joueur-là, avec ce défenseur-là. Puis même moi, tu sais, on a fait nos top 5 au TSLH, puis c'est le meilleur défenseur défensif pour moi, à mes yeux. Puis j'avais peut-être pas cette opinion-là au début de la saison, mais je pense que sa progression de ce côté-là a vraiment est allée dans cette direction-là. Puis non seulement ça, je pense qu'il est devenu un défenseur pratiquement... ça passait pas de son côté. Il y avait... En fait, j'exagère, là, ça passait pas, mais dans le sens qu'il faisait pas beaucoup d'erreurs. Puis il était vraiment solide dans ses couvertures, puis il était bon dans les récupérations de rondelles, puis il avait cette petite touche physique-là, puis il couvrait bien son homme.
il avait son bâton, la maîtrise de l'espace aussi, le control gap, le gap control en fait. Il était très bon. Son patin, il est excellent aussi, de reculons aussi. Donc je pense qu'il coupait beaucoup d'entrées de zone. Il bloquait des jeux en zone défensive. Il punissait un peu plus les joueurs adverses. La façon dont il gérait la rondelle était vraiment excellente aussi. Puis il y avait quand même une bonne première, il y a quand même une bonne première passe aussi. Donc la relance de l'attaque se faisait bien. Puis même ça arrivait qu'il transportait aussi un peu la rondelle. Donc tu sais, j'ai vu un contraste un peu au fil des mois. Parce qu'au début de l'année, Silayev, tu sais, on parlait de ses points, puis là, il est sur un rythme record pour un jeune de cet âge-là dans la KHL. Mais moi, l'attaque, c'était correct. Il créait un peu d'attaque, mais le jeu défensif en début de saison, pour moi, c'était pas super bon. Tu sais, pour un gars de 6 pieds 7, 210 livres, de perdre la rondelle de vue comme ça, de perdre des batailles contre des gars de 6 pieds 180, d'être un peu, je veux pas dire soft, mais d'être un peu moins méchant, protéger un peu moins son devant du filet, de pas être capable de soutirer des rondelles le long des bandes. Moi, ça m'a dérangé beaucoup au début de l'année, puis c'est la raison aussi pourquoi je l'avais un peu plus bas, même dans ma liste. Il a été 22e à mon premier classement pendant que tout le monde le plaçait 5e dans ce coin-là. Donc, moi, j'ai moins apprécié cette facette du jeu-là en début de saison, mais là, ça a été l'inverse par la suite. C'est que là, il a vraiment solidifié cet aspect défensif-là. Il a vraiment été... avoir un défenseur de 6 pieds 7 comme ça, 210 livres, qui vraiment est capable de manœuvrer avec la rondelle, qui est capable de patiner avec la rondelle, qui est capable de garder la possession. C'est sûr que ça tape à l'œil, là. C'est intéressant de voir ça. Puis je vois les directeurs généraux puis les recruteurs aller, là, on les a vus d'année en année au repêchage, puis on sait que ce profil de défenseur-là, ça sort rapidement. Puis ça vient souvent aider dans la majorité des cas, ça vient quand même aider une équipe. Mais des fois, on se laisse un peu surprendre par ce genre de qualité-là. Ou avec ce gabarit-là, la fluidité sur patin et tout ça. Puis on a l'impression que tous les défenseurs sont comme ça, alors que des fois, il y en a qui virent un petit peu moins bien. Ou qui ont juste des bonnes carrières en général, mais qui font pas bouger l'aiguille tant que ça non plus. Je pense, mettons, à Tyler Myers, qui a été un bon défenseur à ce gabarit-là pendant longtemps, mais qui devient un peu plus marginal maintenant, même s'il fait quand même du bon travail. Mais donc, c'est sûr que Silayev, le jeu défensif, quand il a passé ça à l'autre niveau, pour moi, il n'y avait aucun doute. Quelqu'un qui le repêche dans le top 5, je pense que ça a de la valeur si vraiment tu penses que tu peux le développer comme ça, puis toi, tu as besoin de ce profil-là. Moi, je travaille pas pour une équipe, on n'a pas de profil en tant que tel, donc on se fie vraiment à ce qu'on voit as is. Donc, le talent, l'impact qu'on pense qu'ils vont avoir, peu importe l'équipe avec laquelle ils peuvent tomber. Puis moi, c'est le côté offensif qui m'a vraiment dérangé du côté de Silayev, c'est que je vois pas rien de ce côté-là. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que je vois pas rien. Parce que oui, il a de bonnes mains, il travaille bien sur la ligne bleue, c'est lancer des poignets, je les trouve bons, je les trouve précis, bien positionnés pour faire dévier. J'aime pas son lancer sur réception, mais ça, c'est un autre débat. Puis, tu sais, des fois, quand il est patient avec la rondelle, il est capable de faire de bonnes passes, il est capable d'aider la contre-attaque, comme je le mentionnais. Mais c'est plus lui en tant que tel. C'est que c'est rare qu'il va arriver en deuxième vague. C'est rare qu'il va arriver le fameux backdoor, comme on dit, là, venir vraiment appuyer près de l'enclave, près des cercles. C'est rare qu'il va justement attaquer ces espaces-là. C'est à un moment donné, tu vois l'attaque est lancée, puis il est pas là. Il est pas dans l'écran. On dirait il reste juste dans la zone neutre, puis il attend un peu que
la rondelle change de côté puis qu'il puisse maintenant faire son travail en défensive. Est-ce qu'un gars comme ça peut améliorer son attaque? Je pense que oui, il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Est-ce que tu peux amener ça à un niveau de production incroyable? Tu sais, là, il y a des gens qui le comparaient à Victor Hedman. Tu sais, moi, je suis pas du tout là dans son cas. Parce que, tu sais, moi, je vois pas cette attaque-là personnellement. Mais est-ce que tu peux avoir un gars comme Silayev qui va vraiment avoir un rôle de shutdown, qui va jouer sur le désavantage numérique, qui va être capable de contrer les meilleurs joueurs de l'autre équipe, qui va être capable de marquer les trios, tu vas pouvoir utiliser en fin de match quand que tu veux protéger une avance. Ben c'est sûr que oui, c'est là que Silayev a ce potentiel-là. C'est juste que moi, comme évaluateur de talent, si tu veux, ou comme observateur, amateur, j'ai de la misère à voir ce gars-là jouer 25, 26, 27 minutes par match s'il n'est pas capable de me donner de l'avantage numérique, s'il n'est pas capable de me donner de l'attaque. Tu sais, si, mettons, tu as besoin de créer l'égalité, tu sais, est-ce que Silayev devient ton gars que tu envoies sur la glace? Ben, c'est là que tu sais, ça va devenir un défenseur numéro 3-4, mettons, shutdown, à 22 minutes par match, ce qui est excellent, mais c'est juste que là, est-ce que ça vaut la peine de le repêcher top 3, top 5? C'est là où un peu je suis un peu c'est conflictuel là, dans le sens que je comprends l'attrait de ces équipes-là qui ont des profils à avoir puis qui ont peut-être besoin de ce genre de défenseur-là gaucher. Mais que de mon côté, moi, j'ai pas cette évaluation-là parce que j'ai pas besoin de ce profil-là dans mon équipe. Donc, fait que je comprends les directeurs généraux, mais en même temps, moi, je garde ma position là-dessus parce que je le vois pas. Je le vois pas en lui, cette attaque-là. Mais est-ce que Silayev pourrait développer un peu plus d'attaque puis devenir un gars de 35-40 points dans la Ligue nationale puis d'avoir justement ce rôle-là de shutdown et peut-être avoir un peu de deuxième avantage numérique. Bon, ben, s'il joue sur l'avantage numérique, c'est sûr que ça viendrait valider en quelque sorte une sélection assez hâtive, mais les outils sont là, le package est là. Silayev, il y a des gens qui l'ont comparé aussi à Zadorov, Nikita Zadorov. Je pense que si vous l'avez regardé dans les séries, Zadorov, il a fait de l'excellent travail, mais on a été un peu surpris aussi parce qu'il a amené de l'attaque en plus de ça pendant les séries. Alors que des fois, c'est pas nécessairement son pain puis son beurre. Mais du côté de Silayev, tu sais, est-ce qu'il s'il peut devenir s'il peut aller entre les deux, là, entre Edman et Zadorov, mettons, ben à ce moment-là, j'ai pas de problème à voir ce gars-là se faire repêcher, disons 4-5e. Dans ce cas, ben là, 5e, ce serait le Canadien, mais mettons top 5. Je pense qu'il y a vraiment du développement à faire avec ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué dans la KHL. Donc on sait déjà qu'est-ce qui est capable de t'amener à cet âge-là dans une ligue professionnelle de haut niveau. Donc très intéressant de voir la suite des choses pour lui. Et puis je pense qu'une équipe comme Columbus aurait intérêt à regarder ce joueur-là ou même Dickinson. Mais bref, de ce côté-là, à gauche, je pense que ça serait intéressant pour eux d'ajouter un gars comme ça. Donc, Anton Silayev, 16e, mais encore une fois, comprenez-moi bien, là, c'est pas... c'est rien contre le défenseur en tant que tel. Puis je pense que c'est un peu mon problème aussi. Des fois, c'est ce type de défenseur-là, j'ai un peu plus de difficulté à voir l'attrait, étant donné qu'on n'est pas dans une équipe de la Ligue nationale. Ça a été le cas avec Ryan Backer, ça a été le cas avec Sanderson. Donc, tu sais, c'est peut-être des erreurs personnelles en tant que telles, mais je pense que mon évaluation, moi, je la respectais de mon côté parce que, exactement, il me manque des choses que j'aime dans ces joueurs-là. Mais ça reste de très bons joueurs de hockey, puis c'est pas pour rien qu'ils se font sélectionner haut, puis d'habitude, ils ont des bonnes carrières aussi. Donc, Anton Silayev, 16e sur ma liste.
Au 15e rang, un autre rang qui a l'air sévère, mais encore une fois, puis ça, je me suis fait trasher là, par certaines personnes sur Twitter qui sont, si vous n'êtes pas content, faites votre propre liste, puis mettez-le deuxième, Yves Bouillim. Là. Bon, moi, il est 15e, puis le pire de tout, c'est que, encore une fois, les gens, ils comprennent pas. 15e rang, c'est pas, tu sais, c'est pas un désaveu pour lui, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que je pense qu'il est pas bon puis il va avoir une mauvaise carrière dans la Ligue nationale. Au contraire, je pense que Bouillim, contrairement à Silayev dont on vient de parler, c'est l'inverse. C'est que moi, je trouve que l'attaque, elle est excellente. J'ai peut-être des petits points d'interrogation sur la défensive. Mais commençons par l'attaque pour vraiment caractériser Yves Bouillim. Là, c'est un gars qui patine super bien, excellent pour la relance en contrôle de rondelle avec des passes, avec des petits jeux rapides où lui-même vient s'insérer, refait une passe, continue son mouvement, accepte la passe, rentre en zone, ensuite de ça, applique les freins ou fonce au filet, observe les options, utilise ses mains, garde la possession. Bref, c'est un gars qui est spectaculaire avec la rondelle sur sa palette. Puis comme je dis, c'est difficile de lui enlever la rondelle parce qu'il est capable, en plus de ça, de faire des petits mouvements de corps, des petits mouvements de patin, des gestes rapides. Donc pour moi, ça, Yves Bouillim, puis à la minute qu'il réussit à se détacher de toi, il utilise sa vitesse, puis il se détache de ses joueurs, surtout en zone neutre. Ben là, à ce moment-là, t'es cuit parce que là, lui, il les attaque, les zones. Puis il les attaque, il est capable d'attaquer le filet, puis il est capable de te prendre à contre-pied, puis d'envoyer des rondelles au filet, d'utiliser ses feintes. Donc Yves Bouillim, pour moi, ça c'est ce style de jeu-là rapide, style de jeu-là qui hausse le rythme, ça c'est excellent. Puis en plus de ça, il est capable de jouer aussi avec patience. Il est capable de protéger un peu la rondelle, il est capable évidemment de la garder sur sa palette, puis de la garder 1 seconde ou 2 secondes de plus pour que quelque chose qui s'ouvre que ce soit de l'autre côté de la glace, que ce soit devant le filet, que ce soit à la pointe, peu importe. Donc, il prend de bonnes décisions avec la rondelle. Il la distribue très bien. Les attaques, la création du jeu passe souvent par lui, même quand elle est installée aussi oui, pour la relance, oui, pour la contre-attaque, mais même quand c'est installé dans le territoire ennemi, la rondelle est sur sa palette, puis c'est vraiment lui, on lui donne un peu le mandat aussi de créer des choses, on lui donne le mandat de générer de l'attaque, puis tout ce qu'on a vu, puis évidemment il est très intelligent avec la rondelle, donc tout ce qu'on voit de ce côté-là, c'est des choses qui s'amènent bien dans la Ligue nationale, tout ce qui est patin, main, l'intelligence, la patience, la vision du jeu. Tu sais, quand tu l'as, puis quand tu l'as à un haut niveau, parce que qu'est-ce qu'il a fait Bouillim dans la NCAA cette saison, c'est excellent. Tu sais, ça rappelait un peu la première saison de Lane Hutson, en guillemets. Puis on avait tellement aimé Lane Hutson, parce que oui, on l'aimait dans le programme, mais on l'avait, quand il a été repêché par le Canadien, là, on le surveillait beaucoup. Puis Yves Bouillim, cette année, il a amené un peu cette aura-là de joueur qui est capable de faire une différence à l'attaque, de la façon dont il a la rondelle sur sa balle, de la façon dont il crée des choses, puis il fait bouger les défenseurs, puis des zones en tant que telles en la zone défensive, il fait bouger des joueurs. Enfin, c'était incroyable ce qu'on a vu de la part de Yves Bouillim. Puis là, je reviens à ce qui m'a dérangé un petit peu. Puis c'est des choses, encore une fois, je pense que ça se corrige dans une certaine mesure. Donc, son rang pourrait être plus élevé que ça. Je l'ai trouvé personnellement un peu soft dans sa zone. Puis j'en avais parlé au début, j'en ai parlé au milieu, puis j'en ai parlé à la fin. Puis je sais qu'au début, les boys, il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Mais moi, j'ai trouvé que le long des bandes, des fois, c'était pas évident de soutirer des rondelles, c'était pas évident de récupérer des rondelles, de bousculer des joueurs en avant du filet, même si oui, il y a eu des moments où il était un peu rude, il utilisait le bâton, il bousculait, il utilisait son corps. J'ai trouvé que ça a été un peu plus compliqué, puis
Ziv Bouyem, il a un gabarit quand même assez standard, là, un 6 pieds 180 environ. Puis, je pense qu'il se fiait beaucoup, surtout pour récupérer les rondelles, il se fiait beaucoup sur son agilité, sur son patin, puis ça, c'est correct. Mais devant le filet, il faut absolument, il faut absolument que tu sois un peu plus physique. Quand il y a des gros gars le long des bandes aussi, il faut que tu sois il faut que tu trouves une façon d'être un peu plus efficace, que ce soit d'être un peu sournois avec les bâtons ou de trouver une technique vraiment pour protéger ces rondelles. Tu sais, on parle je viens de parler de Lane Hudson il y a quelques instants, mais Lane Hudson, là, a un gabarit de 5 et 10, 150 livres, là. Tu sais, il était capable il était rapide sur ses bâtons, il était capable de baisser son centre de gravité, puis de protéger la rondelle, puis il y avait un peu de chien, puis je pense que c'est un peu ce que je veux voir de Ziv Bouyem sur une base régulière, pas qu'il n'y a pas de chien, mais j'aimerais ça que ça soit un peu plus mine de son côté, parce que je pense que ça l'aiderait beaucoup en défensive. Mais c'est ça, tu sais, quand il y a le temps pour aller chercher la rondelle, puis quand, mettons, une équipe fait un rejet dans la zone, il a le temps de la chercher, puis il est agile ensuite de ça pour aller soit derrière le filet ou faire un petit chémi, puis se sortir de positions dangereuses. Donc, Ziv Bouyem, tu sais, c'est quelque. À part ça, à part cette petite facette du jeu-là qui m'a un peu dérangé, entre guillemets, tu sais, j'ai vraiment pas de misère à le voir sur mettons un bon numéro 3, là, tu sais, un gars qui va être capable de jouer, de générer de l'attaque, qui va être capable de piloter ton avantage numérique, euh, puis je pense qu'il est quand même bon défensivement, c'est juste que en étant un peu plus physique, en étant un peu plus mean, entre guillemets, là, je pense que ça pourrait lui donner une possibilité de premier des avantages numériques, donc c'est sûr que ça aide sa projection, ça aide son potentiel aussi. Mais côté offensif, tu sais, je pense que ce gars-là, il peut aller chercher du 55-60 points dans la Ligue nationale. Tu sais, il peut avoir un niveau offensif très élevé. Puis, c'est là que son impact, il devient important. Tu sais, si tu réussis un peu à le cacher, puis à lui donner des confrontations favorables, puis à lui peut-être limiter un peu sa défensive, même si, encore une fois, comme je dis, c'est bon, c'est un bon défenseur défensif aussi. Ben, je pense que ça, en plus de ça viendrait aider encore plus son niveau sa projection puis son niveau potentiel de points même. Donc pour moi, Ziv Bouyem, excellent défenseur, juste que, encore une fois, moi j'ai juste accroché sur un petit quelque chose. Puis les autres aussi, il y a d'autres joueurs en avant de lui aussi. Là, à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Là. Puis c'est pas parce qu'un gars est 15e qu'il est pas bon puis qu'on l'aime pas. Là, donc. Ziv Bouyem, bon défenseur. S'il y en a qui l'ont top 5, tant mieux. Même chose, c'est à vous les oreilles. Puis puis je le comprends aussi dans un sens. Si toi, tu penses que c'est un joueur complet qui a pas de faille en tant que tel, ben tu as raison de le mettre dans le top 5. Donc, encore une fois, c'est vos listes. Moi, je fais la mienne. Puis on s'en reparle dans 5-10 ans. Mais pour l'instant, Ziv Bouyem, 15, un très bon défenseur. Un choix qui, je pense, le taux de réussite est assez élevé en ce qui me concerne. Au 14e rang, un de mes favoris, Andrew Basha, le coéquipier de Caden Lindstrom, entre autres, avec les Tigers de Medicine Hat. Andrew Basha, une vraie tornade sur la glace. C'est vraiment... c'est impressionnant de voir à quel point ce gars-là, il hausse le rythme de jeu, à quel point c'est beaucoup de nord-sud vers l'avant, à quel point des fois il va tellement des fois plus vite que qu'est-ce que ses attaquants. Il prend la rondelle, il s'en va au filet, des fois il n'a même pas le temps de laisser ses attaquants venir l'appuyer. Mais en général, c'est un gars qui fonce au filet, qui fonce sur les défenseurs, qui les attaque. Il a de très bonnes mains, donc il les attaque de toutes sortes de façons. Il attaque l'aile, il attaque le centre. Il n'a pas peur d'aller au filet, évidemment. Il y a cette touche-là de combativité aussi, pas juste le long des bandes, mais de vraiment de pousser le rythme, d'aller chercher
des rondelles, d'amener ça au filet, de travailler près du filet aussi. Donc moi, Andrew Basha, là, ça n'a pas pris de temps là, qui m'a déjà intéressé. Là. Il était déjà 16e sur ma liste en juin 2023. Donc l'année passée, il m'avait déjà tombé dans l'œil, plus que Lindstrom même. Je trouvais que c'était un générateur offensif hors pair, un play driver hors pair. C'est encore le cas cette année. Quand ils ont joué en compagnie, bien évidemment que Caden Lindstrom il s'est blessé, donc il a manqué plusieurs matchs, mais Basha, quand il a joué avec Lindstrom, tu sais, on avait l'impression que Lindstrom, c'était le gars qui ouvrait des espaces pour Basha, puis que c'est lui qui était un peu le gars qui lui permettait d'amener de l'attaque, mais souvent Basha, c'était un peu l'inverse, c'est que c'était lui qui était le play driver, puis vraiment en forçant les défenseurs à reculer rapidement, en mettant les défenseurs sur les talons, c'est là qu'il permettait aussi à Lindstrom d'arriver dans l'enclave, d'arriver près du filet. Puis les deux ensemble aussi, ils connectaient super bien, puis ils ont eu des bons moments offensifs les deux ensemble. Ça a été un peu plus compliqué en série, mais bon, en saison, quand Lindstrom était là, ça a été vraiment solide parce que c'est un transport de rondelles en vitesse. C'est une combinaison aussi de jeu de style un peu plus rugueux, de style un peu plus simple, entre guillemets, pour amener la rondelle en zone offensive. Puis après, c'est que là, tu as le mélange de créativité, tu as le mélange un peu de chimie. Puis tu es obligé de respecter un peu tout le monde sur la glace. Donc, ils ont réussi vraiment à sortir leur épingle du jeu contre n'importe qui parce que tu avais un peu cette combinaison-là de vitesse, de talent, de chien, puis de travail, puis de positionnement aussi, vraiment. Donc, Andrew Basha, c'est un gars sur la glace que, tu sais, il est tannant, il est dur à affronter parce que, tu sais, on dirait qu'il est toujours proche de la rondelle. On dirait qu'il veut toujours récupérer les rondelles. On dirait qu'il veut toujours te l'enlever là, sur l'échec avant puis sur la pression en général. Il y a un bon lancer du haut des cercles. Là. Quand il est près du filet, je trouve c'est dangereux. Puis quand il est même un peu plus près, là, s'il te sort une feinte ou deux, là, c'est là que c'est difficile aussi pour les gardiens. Il y a des mains agiles, rapides. Donc moi j'ai trouvé qu'en plus de ça il patinait bien. Je pense que il pourrait même aller chercher une petite touche de plus offensive, une petite touche de plus sur le patin, une petite touche d'accélération, mais moi je trouve que ça a été je trouve que ça lui a permis vraiment encore une fois de déborder les défenseurs puis de vraiment tu rentres en zone neutre en vitesse, tu prends un peu tout le monde à contre-pied, tu défais un peu aussi le schéma défensif des équipes avec un gars comme ça. Ou là, ensuite de ça, tu sais, d'un coup que la rondelle est installée dans le territoire, où là, tu deviens un peu aimanté par la rondelle, tu perds un peu tes couvertures. Bref, il y a beaucoup de choses dans le jeu de Basha qui s'amènent bien dans la Ligue nationale parce que ça joue à un rythme aussi très élevé. Puis, je pense que il a réussi un peu à jouer physiquement aussi, entre guillemets. Il a été capable de bloquer des tirs, il a été capable de jouer le long des bandes, mais c'est sûr qu'il y a un plus petit gabarit, puis je pense que c'est un peu ça aussi, c'est qu'il a perdu des rondelles aussi à cause de ça. Puis je pense qu'en série aussi, je pense qu'on a vu à quel point contre les Rebels de Red Deer, ça a été un peu plus compliqué. Parce que oui, là, il essayait de jouer des épaules, puis il essayait d'être un peu tannant, mais en même temps, de l'autre côté, il était aussi dans ce mood-là. Donc, ça a été des fois un peu difficile de le voir ressortir. Même Lindstrom, il a été un peu muselé, entre guillemets. Donc, je pense que ça va lui prendre un peu de gabarit, ça va lui prendre un petit peu de poids en tant que tel. Puis d'améliorer peut-être aussi, là, encore une fois, là, je suis pas un préparateur physique, mais peut-être améliorer la force de ses jambes. Puis surtout, mais le haut du corps aussi, vraiment pour protéger la rondelle le long des bandes. Mais
côté talent, côté intensité, côté être un play driver, vraiment amener la rondelle dans des endroits dangereux, amener la rondelle dans la face des défenseurs, dans la face des autres équipes. Je pense que ce niveau de talent-là mérite un top 6 tant qu'à moi. L'intensité aussi. Puis s'il se met à glisser, là, je pense qu'il y a une équipe qui, peut-être s'il se fait sélectionner là, en fin de première ronde, je pense qu'il y a une équipe qui va être très heureuse de le prendre parce que ça me fait penser un peu à Isaac Howard. Encore une fois, c'est pas une comparaison 1 pour 1, mais Isaac Howard, c'était ça aussi. C'était beaucoup de passes spectaculaires, des lignes de passes. Des fois un peu trop, mais des passes que tu dis, tabarouette, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le repêchage qui sont capables d'exécuter ces jeux-là. Basha, il est capable de le faire, puis il y a ce moteur-là offensif aussi. Ce moteur-là général là, d'intensité, puis de pression, puis d'agression en tant que tel. Donc pour moi, une sélection de mi-première ronde, c'est pas scandaleux. S'il glisse en fin de première ronde, encore mieux. Donc peut-être pour le Canadien en fin de première ronde à vérifier. Donc Andrew Basha, 14e sur ma liste. Un joueur très plaisant à regarder. Autre joueur très plaisant à regarder au numéro 13, Beckett Sennecke, dont on a entendu parler régulièrement depuis le début de la saison, mais surtout depuis quelques semaines, parce que là, il a connu d'excellentes séries et son nom a semblé être lié aux Canadiens. Donc à ce moment-là, les autres joueurs n'existent plus. Lui, c'est juste le joueur qui est lié aux Canadiens qui devient important. Puis Beckett Sennecke, là, encore une fois, là, un peu comme Basha, là, c'en est un que j'ai adoré rapidement. Il était 21 sur ma liste en juin 2023. Il est passé de 11 à 15 à 13 ensuite. Donc, un gars du top 15 pour moi depuis le début. Puis je pense que même mon premier rang au préliminaire, 11e, peut-être que ça aurait encore pu être ce rang-là. De ce côté-là, du côté de Sennecke. Il aurait pu même être proche dans le top 10, peut-être top 10 sur la fesse. Parce que je suis quand même content de voir qu'il y a un peu plus de reconnaissance en Sennecke. Puis c'est sûr que les séries ont aidé, mais je pense que c'est un joueur qui, quand tu le regardes, tu t'ennuies pas, puis il t'en donne beaucoup sur la patinoire. Puis la première chose que tu vois, outre de toutes ces qualités dont on va parler, mais c'est ses mains. C'est que ce gars-là, il a des mains spectaculaires, il est capable de déjouer n'importe qui une fois, puis là, il te revient, puis il te redéjoue une deuxième fois. Le problème avec ça, puis encore une fois, c'est un peu, comme on disait tantôt, a blessing and a curse, c'est que là, des fois, tu déjoues le même gars 2 fois, mais là, tu te dis, m'a l'essayer une 3e fois, puis là, ça fonctionne pas. Donc, c'est ce genre de perte de rondelles-là que Sennecke doit diminuer. Mais les mains en tant que telles, c'est ce qui lui permet aussi d'être très dangereux parce que à toutes les fois, il peut se sortir d'embarras. À toutes les fois, il peut amener cette rondelle-là au filet. Il peut changer un peu la dynamique d'une possession en tassant un joueur de l'équation ou en sortant du coin, ou peu importe. Donc ça, là, du côté de Sennecke, c'est une de ses grandes qualités. Puis, il ajoute à ça, moi je trouve qu'il y a une très bonne vitesse aussi, puis une agilité aussi. Donc je pense que si tu amènes cet élément de main-là spectaculaire, puis ensuite de ça, tu es capable d'éviter des contacts, tu es capable de mettre des défenseurs dans la brume ou des joueurs dans la brume tout simplement, puis là, tu réussis à rentrer en zone puis créer un genre de surnombre, c'est là que Sennecke il est encore plus menaçant en attaque. Fait que moi, je veux juste qu'il fasse la différence entre... c'est bien de faire une feinte pour libérer quelque chose, pour se donner une meilleure option, mais de pas trop exagérer. Donc ça, du côté... Puis ça n'a pas été récurrent cette année du côté de Sennecke, mais c'est arrivé quelques fois où il a peut-être été un petit peu trop excité par son talent.
Puis c'est correct. Encore une fois, je pense avec l'expérience puis la maturité puis un peu de coaching, il va arriver à un niveau où quand il va avoir réussi sa première feinte, il va regarder ce qui se passe devant lui puis il va trouver une meilleure option au lieu de retenter une feinte ou une façon peut-être de déjouer un défenseur, mais dans la Ligue nationale, les défenseurs vont être beaucoup plus aguerris puis ils vont être un peu plus aptes à le couvrir puis à le contrer. Donc, c'est un peu ça du côté de Seneca, mais le talent est extraordinaire. Puis, je pense qu'il est capable, il l'a montré à plusieurs reprises cette année dans la saison où, en série, il a montré à quel point il utilisait ses mains-là pour faire progresser le jeu puis pour ramener son équipe à un autre niveau, surtout en zone offensive. Ce qui est aussi très intéressant du côté de Seneca, une autre de ses grandes qualités, c'est son travail le long des bandes. Puis on en a parlé souvent depuis le début de l'année. Seneca, c'est un gars qui était environ 5 et 10, peut-être 170 livres là, il y a 2 ans. Puis il est rendu maintenant, en tout cas aux dernières nouvelles, il est rendu environ 6 pieds 2, 185. Peut-être qu'il a monté aussi en fait de gabarit et de poids, mais donc on dirait que les choses qu'il avait déjà maîtrisées à un plus petit gabarit, dont la protection de rondelles, dont le travail le long des bandes, maintenant qu'il est rendu à un niveau, à un gabarit qui est plus imposant, qui est encore, ou avec lequel il peut encore plus travailler, ben là, ça a été décuplé. Là. C'est que sa protection de rondelles est excellente. Puis encore une fois, ça revient aussi à ses mains. C'est que la protection de rondelles combinée à ses mains lui permet de sortir du coin, lui permet de sortir d'une mise en échec ou d'être évasif un peu de ce côté-là. Il protège bien la rondelle le long des bandes, protège bien la rondelle lorsqu'il est en train de se faire appliquer de la pression. Son équilibre est excellent. On dirait qu'il y a une façon un peu de baisser l'épaule, de baisser son centre de gravité, entre guillemets, place son corps, il bloque les défenseurs, il bloque les bâtons, puis il coupe. C'est que là, à ce moment-là, ça lui permet de couper au filet aussi. Donc, toute cette gestion-là de la protection de rondelle, gestion de la rondelle en tant que telle, Seneca, il est passé maître, en tout cas dans le junior, pour ça. Puis quand il se donne un peu plus d'espace, c'est là où il peut aussi décocher des bons lancers. Parce qu'au préalable, il avait sorti la jambe, il avait sorti l'épaule, il s'était protégé un peu. Donc en coupant au filet, c'est là qu'il peut sortir un bon tir des poignets, une bonne feinte du revers, peu importe. Donc de ce côté-là, Seneca, c'est à l'attaque, là, c'est un joueur que tu sais qu'il va être bon sur le cycle, tu sais qu'il va être bon quand il va falloir qu'il y ait une bataille, une deuxième bataille pour prendre la rondelle, puis ensuite de ça, il utilise son intelligence pour trouver des coéquipiers, ramener ça à la pointe, puis ensuite de ça, il fonce au filet. Donc Seneca, ça c'est quelque chose que lui, dans le junior, il l'a montré. Puis on ne peut qu'espérer que ça se transpose dans la Ligue nationale, puis je pense que ça va le faire. Du côté défensif, Seneca est pas mauvais non plus. Soulève des bâtons un petit peu de façon sournoise, capable d'utiliser le corps aussi. Je pense que c'est pas c'est pas le gars qui est le plus impliqué là, c'est pas un Kopitar, c'est pas Barkov, mais il est très compétent, il est discipliné dans ses couvertures quand même, bloque des tirs où en fait il essaye le plus possible où il met son bâton, bref, il essaie de changer la trajectoire des lancers. Donc je pense que défensivement, il y a aussi cette base-là en lui qui fait en sorte qu'il devient un bon joueur complet, même si je pense défensivement, il y a encore un petit peu de choses à corriger, mais c'est très minime. Des fois, il s'éparpille un petit peu, mais ou des fois, c'est pas nécessairement de tricher, mais d'être prêt tout de suite à se lancer à l'attaque. Des fois, juste ça serait bien juste de le revoir un peu, venir en soutien pour amener cette relance-là, amener cette contre-attaque-là ou cette sortie de zone-là. Mais encore une fois, c'est très mineur, c'est des choses que j'ai très peu vues là, quand même cette année dans la OHL avec les Generals d'Oshawa. Donc pour moi, je pense que Seneca, progression incroyable cette année. Progression
évidemment de gabarit, mais progression de jeu, de confiance. Je pense qu'en série, on a vu à quel point, sous pression, il était capable de transporter son équipe sur ses épaules, l'attaque sur ses épaules aussi, même s'il n'était pas seul à générer de l'attaque. Je pense que ça a fait mal aux Generals qu'ils ne soient pas là pour la finale contre les Knights de London. Je pense pas que ça aurait changé l'issue de la finale, mais je pense que ça aurait peut-être changé un peu la dynamique de la série d'avoir un gars comme Seneca en début de série. Mais je pense que du côté de Seneca, s'il ajoute une quinzaine de livres, encore plus à son gabarit, il amène ça à 200 livres, disons, puis il continue à jouer un peu rugueux, papier sablé, de présence en présence, un petit peu plus de constance à ce niveau-là. J'ai pas de problème à avoir un gars de top 6 en lui, mettons pour une projection un peu plus sécuritaire. Possiblement un joueur de premier trio. Moi, je suis pas rendu là, mais je pense qu'il y a une possibilité, mais deuxième trio, pour moi, ça serait... j'ai pas de misère à voir ça du côté de Seneca, donc 13e sur ma liste. Une très belle progression pour lui, donc vraiment un joueur à surveiller. Est-ce que c'est un joueur top 5 pour moi? Non. Est-ce que c'est scandaleux qu'il se fasse repêcher top 5? Non. Moi, je trouve qu'un peu oui, mais pas en tant que tel. C'est un joueur qui a eu une bonne progression, donc si tu te fies un peu à cette progression-là, tu penses qu'il peut amener ça à un autre niveau, ben oui, ça devient une sélection qui se justifie en tant que tel. Donc Beckett Seneca, 13e sur ma liste. Au 12e rang, un autre rugueux qui est complet aussi, Mikael Brandtzæg Nygaard, ou Michael Brandtzæg Nygaard, le Norvégien qui joue en Suède dans l'Allsvenskan, une ligue, c'est la ligue de deuxième division de Suède, donc c'est pas une ligue de pied de céleri non plus quand même. Michael Brandtzæg Nygaard, c'est un joueur, quand tu le regardes, tu sais lui aussi qu'est-ce qu'il va te donner sur la patinoire. Parce que, oui, puis bon, il a glissé un petit peu sur ma liste, là, mais c'est encore une fois, c'est pas nécessairement parce que c'est lui en tant que tel, c'est plus le fait qu'il y en a d'autres aussi qui ont monté pendant ce temps-là. Puis Brandtzæg Nygaard, c'est le gars qui, je pense que c'est le gars qui est resté le plus le même cette saison pour moi, à l'exception peut-être de certains joueurs aussi, là, mais ce que j'ai vu du début de l'année, ce que j'ai vu même de l'an dernier, là, du côté de Brandtzæg Nygaard, parce qu'il a été dans mon top 10, il était dans mon top 10 même en juin 2023. C'est exactement le joueur que j'ai vu cette année aussi. C'est un joueur qui travaille bien le long des bandes, travaille bien en fond de zone, qui amène des rondelles au filet, qui met de l'échec avant, qui est tenace avec son bâton, qui est capable de faire circuler la rondelle en zone ennemie, le cycle, qui travaille bien aussi pour sortir les rondelles dans sa zone, qui travaille bien pour alimenter les relances, les contre-attaques. Il est assez solide aussi pour protéger les rondelles, puis surtout en zone offensive, mais en zone neutre aussi. Il est combatif. Donc, encore une fois, cette projection-là, tu sais, tout ce que je dis avec le gabarit qu'il y a, évidemment, tout ce que je dis là, c'est des choses que tu amènes dans la Ligue nationale, puis t'as besoin de ça. T'as besoin d'un joueur comme ça pour solidifier ton top 6, même si c'est pas le plus spectaculaire en tant que tel. Mais t'as besoin d'avoir un gars comme ça qui vient faire un peu du travail sale, puis qui vient faire un peu de travail un peu simple, qui vient appliquer les détails. Donc pour moi, Brandtzæg Nygaard, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve qu'il a un bon coup de patin pour son gabarit. C'est pas une fusée, mais je pense que c'est un gars qui se déplace bien avec la rondelle, qui se déplace bien en possession de rondelle. Il est capable de prendre la rondelle à partir de la ligne de la zone neutre, puis de la rentrer en zone, puis de faire bouger, encore une fois, la boîte défensive, de faire bouger les défenseurs, d'utiliser un peu ses mains aussi pour se faufiler. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui est intéressant, mais Brandtzæg Nygaard, c'est le niveau de jeu qui est élevé, le niveau de jeu d'intensité surtout.
c'est le style papier sablé, c'est le style un peu baveux. Pas toujours après les sifflets, mais dans le sens qu'il y a les petites poussées, les petites batailles devant le filet, les petites batailles le long des bandes. Je pense que c'est un gars qui, encore une fois, donne de l'espace, mais qui devient taxant à affronter. C'est difficile de jouer contre un gars comme ça parce que on dirait qu'il est toujours dans ta face, on dirait qu'il est toujours là pour te déranger, qui te force à utiliser les épaules, utiliser le bâton, force à utiliser ta force en tant que telle, là, que tu sais que ça va être une bonne bataille quand il va être là. Puis s'il réussit à se distancer un peu, il arrive avec un lancer violent, son tir des poignets, il est très rapide, bonne vélocité, ça rentre au poste, les gardiens ont beaucoup de difficultés à l'arrêter ou en fait de maîtriser les retours. Il y a des retours qui sont donnés grâce à son lancer. Puis il finit ses actions au filet, donc évidemment, si jamais il y a un tir qui est bloqué, lui-même, il peut aller le récupérer. J'ai quand même pas détesté, il y a une petite touche de créativité aussi, un peu, pas nécessairement la grosse fabrication de jeu, puis les grosses passes incroyables entre les bâtons, puis tout ça, mais je pense que c'est plus la créativité dans le sens de connecter un peu avec les joueurs, des petits give and go, des petits jeux rapides, des petites touches qui font en sorte que mettons, le défenseur récupère la rondelle, ou Branson Nygaard utilise aussi des petits jeux rapides derrière le filet ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est ce genre de touche de créativité-là qui est un peu plus subtil, mais qui est quand même là de son côté en ce qui me concerne. Puis il peut être utilisé vraiment dans toutes les situations. Branson Nygaard, il peut jouer, évidemment, il joue à 5 contre 5, il peut jouer en avantage numérique. Il peut être un peu dans le style de joueur devant le filet qui vient faire dévier des tirs, qui vient bloquer la vue du gardien. Je pense qu'il peut agir aussi un peu comme bumper, donc des petits jeux rapides. Il peut se servir de son lancer sur réception ensuite de ça pour décocher. Tu peux le mettre, je pense qu'il est assez bon quand même aussi pour travailler près du filet, à l'arrière du filet, pour essayer de ramener des rondelles dans l'enclave, ramener des rondelles à la pointe, récupérer des rondelles aussi lors de certains petits rejets là, alentour, un petit rim alentour de la bande, des choses comme ça. Donc je pense qu'il est bon dans ces facettes du jeu-là. Puis en défensive aussi, je pense que tu peux le faire jouer en désavantage numérique parce qu'il sacrifie le corps, il est capable justement de sortir les rondelles du coin, d'utiliser son corps, d'appliquer de bonnes mises en échec. Il a appliqué une bonne pression aussi. Donc pour moi, le bâton, encore une fois, aussi assez actif. Donc c'est un joueur complet qui a selon moi juste une petite touche de talent un peu moins élevée, mais qui compense avec vraiment toutes sortes de qualités qui viennent aider une équipe à faire progresser l'attaque, puis qui aide une équipe à devenir... ça devient difficile d'affronter un joueur comme ça. Ça te joue dans la tête un petit peu. Donc, je pense que c'est ça du côté de Branson Nygaard. Encore une fois, ça me fait penser un peu à Marco Casper il y a quelques années, il y a 2 ans, où on accorde beaucoup d'importance sur les impondérables. Ce que ce gars-là peut amener dans une équipe, outre nécessairement le talent. C'est aussi le fait que ce soit un gars qui est combatif, qui est rugueux, qui travaille fort, qui fait les petites choses qui aident les équipes. Donc, c'est surtout ça qui rend de la valeur à Branson Nygaard, mais qui m'a aussi empêché de le mettre top 10. C'est que là, il y en a d'autres qui m'ont peut-être montré un peu plus. Donc, je l'ai fait glisser. Il y a eu... Tu sais, sa saison était pas mauvaise en Allsvenskan, mais en série, il a été vraiment bon. On dirait qu'il y avait vraiment... Encore une fois, le moment était là, il y avait de la pression, c'était un peu plus serré, un peu plus intense. Lui, il a réussi à ressortir du lot. Donc, encore une fois, ça, c'est une belle preuve que ce jeune-là, à cet âge-là, il fait ça sur un niveau professionnel en Suède, qui est quand même pas mauvais, il est capable d'amener ça dans la Ligue américaine, il va être capable d'amener ça dans la Ligue nationale. J'ai trouvé qu'il n'avait pas été mauvais au championnat mondial de hockey junior. J'ai trouvé même quand dans un rôle un peu plus limité, il n'avait pas été si pire que ça non plus au championnat mondial de hockey avec Stolberg aussi notamment.
Donc c'est ça, le talent est un petit peu moins élevé, mais un joueur complet comme ça, t'as besoin d'avoir ça dans ton équipe. J'aurais peut-être aimé un peu de progression dans certains aspects du jeu, peut-être le patin ou justement le niveau de finesse, le niveau de talent, mais en même temps, euh, je pense pas que c'est ce qu'on peut s'attendre de Brandsteg Nygaard dans la Ligue nationale. Donc, qui reste dans son moule, qui reste dans son style de jeu. Puis, je pense qu'il n'y aura pas de problème à être un joueur d'une cinquantaine, soixantaine de points dans la Ligue nationale, mais vraiment avec tout ce qu'on amène alentour. Donc, Michael Brandsteg Nygaard, 12e sur ma liste. Au 11e rang, un Finlandais, je veux dire typique, là, parce qu'on dirait qu'on en voit toutes les années des Finlandais comme ça. Konsta Helenius. Konsta Helenius qui est un attaquant, un joueur de centre qui est capable de jouer à l'aile aussi, et vice-versa. C'est un ailier qui joue au centre. Bref, il a connu une superbe saison avec Jukurit dans la Liga. Puis c'était pas une très bonne équipe là, en tant que telle. Puis lui, il a été au cœur vraiment de l'attaque de cette équipe-là pendant toute la saison. Puis c'est pas pour rien qu'il a produit. C'est un gars, Helenius, c'est encore une fois un jeune que j'aime beaucoup, qui a été top 10, qui était 6e en juin 2023, 7, 9, et finalement il est sorti de mon top 10 à la dernière minute parce que je lui ai favorisé le joueur au 10e rang, dont on va parler un peu plus tard, mais Konsta Helenius, il a baissé, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas un bon joueur de hockey, c'est pas parce que j'ai pas une bonne projection de lui, puis je pense pas qu'il va faire qu'il va avoir un impact dans la Ligue nationale, mais je pense que ce joueur-là, on en a vu beaucoup dernièrement, puis là, c'est peut-être ça qui m'a refroidi de le laisser un peu plus haut dans ma liste. Parce que c'est un Helenius, ce qui le caractérise beaucoup, Helenius, c'est son intelligence. C'est son jeu off the puck qui est très bon. Il est très. Premièrement, oui, il a du talent offensif, mais ce qui ressort beaucoup, c'est son jeu sur 200 pieds, son positionnement, son anticipation, son niveau de compréhension du jeu en général, la façon dont il est capable d'appuyer les défenseurs, la façon dont il est capable de prendre les bonnes décisions en zone défensive. Ensuite de ça, prend les bonnes décisions en zone neutre aussi pour faire progresser l'attaque. Rendu en attaque, c'est un bon passeur, trouve les bonnes lignes de passe, il est capable de protéger la rondelle, il est capable de rester calme, s'il y a une occasion qui se présente, il est capable de décocher les lancers aussi. Donc, tu sais, Helenius, c'est ça, c'est que dans toutes les facettes du jeu, plus la rondelle va progresser, plus la rondelle va avancer d'une zone à l'autre, plus il est capable d'être efficace, puis plus il est capable, il y a même un petit peu de chien en plus de ça, il est un petit peu baveux, on dirait, des petites poussées, encore une fois, lui aussi, des petits coups de bâton, des petits sourires, on dirait, en coin, là, pendant les petites mêlées. Donc, il y a ça aussi, même si c'est pas nécessairement le plus gros. Mais du côté de Jukurit, cette année, il a joué beaucoup. Il jouait 18, 19, 20 minutes par match. Il était utilisé à outrance, puis dans toutes les situations. Puis je pense que il a un bon coup de patin, mais peut-être qu'il pourrait être un peu plus dynamique en transition. Mais en même temps, il compense avec son niveau d'intelligence. Donc, peut-être que j'aimerais des fois qui hausse le rythme un petit peu, mais en même temps, la Liga, c'est une ligue qui est un peu lente aussi, dans le sens que les jeux sont un peu créés. Des fois, on voit des défenseurs attendre 10 secondes en arrière de leur filet, puis ensuite de ça, on passe à un coéquipier qui s'en vient en vitesse, là, qui rentre en zone neutre. Il y a beaucoup de création de jeu où des fois, on dirait qu'on essaie d'être méthodique en Liga, puis peut-être qu'Helenius, quand il va venir jouer en Amérique du Nord, c'est peut-être là où il va être un peu plus dynamique, il va être un petit peu plus rapide dans son jeu en général. Peut-être que la Liga lui a peut-être pas rendu service de ce côté-là.
Mais c'est un bon fabricant de jeu, comme je le mentionnais, mais il a pas peur d'être près du filet non plus, de sauter sur des rondelles libres. Quand il a l'occasion, décoche des lancers, puis il y a quand même des bons lancers. C'est pas un lancer qui va arracher le filet, encore une fois, mais je pense que il place bien. Des fois, c'est des lancers qui servent un peu de mention d'aide, si tu veux. Des lancers dans les jambières, des lancers dans des endroits qui donnent des retours où la rondelle peut être récupérée par un coéquipier. Donc, c'est vraiment un joueur qui est complet, qui travaille bien, qui est capable de jouer physiquement aussi, qui est capable de protéger la rondelle, qui est capable de protéger la rondelle le long des bandes aussi. Puis là, le problème avec ça, dans tout ce que j'ai mentionné, c'est est-ce que c'est la Liga le problème? Est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai vu, mettons, de Kotkaniemi, de Anton Lundell, de Brad Lambert? Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que ma projection de Helenius est un peu plus basse? Est-ce que le niveau de talent, est-ce que c'est un gars qui mérite un top 5? Tu sais, c'est là que j'accroche un petit peu du côté de Helenius parce que, tu sais, sans la rondelle, il est excellent. C'est le meilleur attaquant défensif tant qu'à moi. Avec la rondelle, il est bon, il est efficace, prend de bonnes décisions comme je le mentionnais. Puis c'est le plafond. C'est le plafond pour moi qui me bloque un peu. C'est que j'ai l'impression que peut-être qu'il peut aller chercher un peu plus que 55-60 points. Mais je ne l'ai pas nécessairement vu. Mettons, on me le dit, puis je serais prêt à le croire, mais je ne l'ai pas nécessairement vu, moi, de mon côté. Puis, la comparaison que je fais, encore une fois, c'est pas un pour un, mais Jere Lehtinen, là, pour les plus vieux, là, c'est un peu ça. C'est un gars que, sur la patinoire, il était excellent dans toutes les facettes du jeu, mais que tu le regardais, puis que tu avais de la misère à voir du 75 points en ce gars-là. C'était un gars, puis encore une fois, pas parce qu'il n'a pas eu des bonnes saisons offensives, là, mais tu le regardes et tu te dis, il est plus un gars de 50, 55, 60 points. Ce qui est tout aussi excellent. C'est juste que pour un choix de top 5, c'est là que moi j'ai un peu plus de misère. Mais encore une fois, si tu accordes beaucoup de valeur à cet aspect défensif-là de la chose, avec cette touche offensive-là, ben c'est normal qu'il soit dans ce cas-là dans le top 10, dans le top 5. Mais moi, je l'ai fait glisser un peu à cause du prochain joueur qui s'en vient, qui je pense, a une projection un peu plus haute même dans la Ligue nationale, mais très bon joueur de hockey Konsta Helenius. Je pense que c'est pas le plus flashy, mais un joueur efficace. Puis les Finlandais, ils sont quand même sérieux, là, les Finlandais d'habitude, là, dans leur travail, dans leur approche. Donc, Anton Lundell, c'est pas un gars de 80 points, mais il est très bon, puis on le voit en série en ce moment, il fait du bon travail. Donc, ces joueurs-là, ils vont être utiles quand même. Mais c'est juste, il faut que tu fasses attention au rang que tu es prêt à aller pour le sélectionner. Le Canadien a fait une petite erreur avec Kotkaniemi, donc ça aussi, ça inquiète peut-être. Parce que s'il avait été repêché 10e, 11e, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même trajectoire, puis peut-être qu'il serait encore efficace dans la Ligue nationale comme Anton Lundell. Donc à voir, mais Konsta Helenius, un peu moins de points, un peu moins de drapeau rouge de mon côté. Bon joueur de hockey, donc 11e sur ma liste.